Un matin, assise sur un banc au jardin du Ranelagh, sous un ciel pâle, je me suis souvenu d'un détail si infime. Ce n'était qu'un frisson, presque imperceptible, dans le coin de l'œil d'Antoine quand je lui demandais pourquoi il rentrait si tard, pourquoi l'odeur de son parfum était si étrangère. Il me répondait toujours, d'un sourire rapide et balayeur, « Tu t'inquiètes trop, Sophie. » Mon silence, à ce moment-là, n'était pas une acceptation. C'était une observation attentive, une intuition qui, au fond, savait déjà. Mais on ne veut pas toujours voir ce qui est juste sous nos yeux, n'est-ce pas? La vérité, la vraie, celle qui vous transperce, elle ne se révèle souvent qu'au moment où tout se brise, en mille éclats. Et parfois, le début de la fin ne ressemble qu'à un matin comme les autres, quand les phares d'une voiture s'éteignent dans l'allée. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. J'ai 48 ans. Mon nom est Sophie Dubois. Je vis à Saint-Cloud, dans une rue résidentielle où, jusqu'à ce matin précis, la vie semblait suivre un rythme doux, presque immuable. Mon quotidien, fait de petites habitudes, de la routine de mon métier d'infirmière scolaire, se déroulait dans une quiétude que je croyais éternelle. Mon visage, peut-être, portait déjà les marques d'une certaine fatigue, mais mon cœur, lui, s'efforçait de préserver cette bulle de paix. Puis, l'aube est arrivée, apportant avec elle une vérité que j'aurais voulu ne jamais connaître. Le silence de la nuit n'avait pas encore tout à fait cédé la place à l'agitation du jour, lorsque j'ai entendu le léger ronronnement de la Mercedes argentée de mon mari. Antoine rentrait. Ses phares ont balayé brièvement notre allée, avant de s'éteindre, laissant derrière eux une obscurité plus profonde encore. Je l'ai écouté marcher, avec une prudence presque chorégraphiée, la démarche d'un homme qui sait avoir fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Une vague odeur de parfum, une fragrance étrangère, flottait encore sur sa veste. Il n'avait même pas pris la peine de l'essuyer. Je ne savais pas qu'il pensait que personne ne le remarquerait. Je pensais que tout le monde dormait, à la maison. Je pensais qu'il se sentait en sécurité. Mais, à l'intérieur, Léo, notre fils de 14 ans, était déjà assis seul à la table de la salle à manger. La lumière de notre iPad familial éclairait la moitié de son visage. J'ai vu son pouce trembler alors qu'il fixait l'historique GPS, synchronisé automatiquement depuis l'iPhone d'Antoine. Il avait observé ce point bleu, immobile, dans un grand hôtel de luxe près de un grand hôtel parisien, à Paris, pendant des heures. Puis, à l'aube, il n'avait bougé qu'une seule fois, directement vers notre maison. Il n'attendait pas une confirmation. Au fond de lui, il savait déjà. Il avait juste besoin de voir Antoine franchir cette porte pour croire en une vérité que jamais un enfant ne devrait avoir à apprendre. Dans le couloir, j'étais éveillé moi aussi, mon cœur serré par le faible bruit de la porte du garage qui se refermait. Depuis des mois, je sentais que quelque chose changeait chez Antoine. Des soirs froids, des retours tardifs, des excuses creuses. Mais cette nuit-là, c'était différent. Je le sentais dans mes os, un poids oppressant sur ma poitrine, me prévenant que ce qui allait franchir cette porte briserait quelque chose de fragile dans notre foyer. Antoine est entré, à pas de loup, prêt à servir la même vieille excuse d'une maintenance d'urgence au bureau. Mais l'instant où il a aperçu Léo, assis droit à la table, les yeux rougis, l'iPad encore allumé, Antoine a figé. Son sourire préparé s'est éteint. Ses clés lui ont glissé des doigts, tombant avec un tintement sur le carrelage. « Salut mon grand », a-t-il murmuré, essayant de paraître normal. « Tu es debout tôt. » Léo n'a pas répondu. Il a simplement tourné l'iPad. La carte remplissait l'écran. Chaque arrêt, chaque minute, chaque mensonge encerclé de rouge. Le visage d'Antoine s'est vidé de toute couleur. Il a ouvert la bouche, peut-être pour nier, peut-être pour blâmer. Mais Léo s'est levé le premier, il est passé devant lui, et s'est dirigé vers sa chambre sans dire un mot.
J'ai avancé dans le couloir juste à temps pour voir la scène. Antoine n'avait pas encore réalisé que Léo avait déjà appuyé sur « Publier » et ce que le monde découvrirait dans une heure allait détruire tout ce qu'Antoine pensait contrôler. Je sentais que ce n'était que le début, que notre vie paisible à Saint-Cloud ne serait plus jamais la même. Avant ce matin fatal, j'étais Sophie, l'infirmière scolaire à qui l'on faisait confiance instantanément. J'avais toujours des pansements dans mes poches, je me souvenais de chaque vente de gâteaux pour l'école. J'étais la voisine qui apportait de la soupe quand quelqu'un était malade. À 38 ans, j'étais douce, oui, mais aussi fatiguée, d'une sorte d'épuisement silencieux qui ne vient qu'après des années passées à faire passer les autres en premier. Mes cheveux bruns étaient souvent tirés en un chignon lâche. Non pas que je ne me souciais pas de moi-même, mais la vie me laissait rarement le luxe de ralentir. Je croyais aux routines. Mon café du matin à 6h30, la préparation du déjeuner de Léo à 6h45, la vérification de mes courriels sur mon vieil ordinateur portable à 7h. Je croyais à la gentillesse, au travail acharné, à faire ce qui est juste, même quand cela fait mal. Mais par-dessus tout, je croyais en ma famille. Antoine, l'homme que j'avais épousé à 24 ans, et Léo, le garçon qui m'enlaçait encore chaque matin, même s'il levait les yeux au ciel juste après. Pourtant, au cours des mois précédant cette aube, j'avais senti quelque chose se défaire, quelque chose de subtil au début, caché dans de petites fissures. Antoine avait commencé à travailler tard. Il protégeait son téléphone. Il se douchait dès qu'il rentrait à la maison, comme pour rincer des pans de sa journée que je n'étais pas autorisée à connaître. Quand je lui demandais si tout allait bien, il répondait toujours avec le même sourire froid et dédaigneux, « Juste du stress, Sophie. Tu t'inquiètes trop. » Peut-être le faisais-je. Peut-être l'avais-je toujours fait. Mais je m'inquiétais parce que je me souciais, parce que j'avais passé des années à maintenir cette famille unie pendant qu'Antoine poursuivait ses promotions, ses heures supplémentaires, la version du succès qu'il pensait mériter. J'avais été à ses côtés à travers les changements d'emploi, les frayeurs financières. J'avais été loyale, patiente, douce, trop douce parfois. Mais rien, aucun de mes instincts, aucune de mes peurs ne m'avait préparé à l'expression sur le visage de Léo lorsqu'il est entré dans la cuisine après avoir publié cette capture d'écran GPS. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, ses mains tremblaient alors qu'il tendait le bras pour un verre d'eau. 14 ans, c'était trop jeune pour ce genre de chagrin. 14 ans était censé être l'âge des devoirs, des amourettes maladroites, des entraînements de football, pas celui d'apprendre que son père avait passé la nuit dans un hôtel parisien avec quelqu'un d'autre. Léo, ai-je demandé doucement, m'avançant vers lui. Mon chéri, que s'est-il passé? Il n'a pas répondu. Il a simplement posé l'iPad sur le comptoir et est passé devant moi, ses épaules voûtées comme s'il portait un poids qu'il ne savait pas comment soulever. J'ai ramassé l'appareil. L'image sur l'écran m'a frappé comme un coup en pleine poitrine. L'adresse de l'hôtel, la ligne bleue sur la carte, l'heure. Mon souffle s'est coupé. Pendant un instant, je n'ai même pas pu cligner des yeux. C'était comme si le monde avait basculé de côté, aspirant tout l'air autour de moi. Je voulais crier. Je voulais m'effondrer. Je voulais faire comme si ce n'était pas réel. Mais tout ce que je pouvais faire était de rester là, figé, la vérité brûlante entre mes mains. Antoine est entré dans la cuisine quelques secondes plus tard, essayant de faire comme si rien ne s'était passé. Mais je n'ai pas croisé son regard. Je n'en avais pas la force. J'ai juste fixé l'iPad, ma voix tremblante lorsque j'ai finalement murmuré « Depuis combien de temps ?» Le visage d'Antoine s'est vidé. Il a bégayé. Il a essayé de mentir, puis encore, chaque mensonge moins convaincant que le précédent. Mais je ne l'écoutais plus. Mon monde s'était fissuré, net et tranchant, comme du verre sous pression. Et debout dans cette cuisine, avec le soleil matinal rampant sur le sol, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Ce n'était que le début,
car dans quelques heures, le monde entier verrait ce que Léo avait posté, et rien dans notre vie de banlieue tranquille ne serait plus jamais pareil. Notre maison, à Saint-Cloud, avait toujours été un lieu ordinaire, réconfortant. 2 étages, un crépi-crème, un petit Porsche à l'avant avec un fauteuil à bascule que j'avais acheté à un vide-grenier des années auparavant. Elle se situait dans un petit cul-de-sac paisible, ombragé par des érables. Le genre de rue où les voisins se saluaient en sortant les poubelles, et où les enfants faisaient du vélo en cercle jusqu'au crépuscule. Pour les étrangers, les Dubois semblaient être l'image de la stabilité, un père travailleur, une mère dévouée, un fils adolescent poli. Une famille qui s'intégrait si bien à la vie de banlieue que personne n'avait jamais regardé d'assez près pour voir ce qui se brisait sous la surface. Mais ce matin-là, après la nuit secrète d'Antoine à Paris, cette petite maison calme ressemblait à une cocotte minute. Chaque mur semblait retenir son souffle. Chaque couloir résonnait d'une tension inexprimée. La lumière du soleil filtrait à travers les stores du salon, atterrissant sur les photos de famille encadrées qui, soudain, ressemblaient à des mensonges. Antoine tenant bébé Léo à la maternité. Nous 3 souriant lors de vacances à la plage en Bretagne. Moi riant tandis qu'Antoine m'enlaçait par derrière. Je croyais autrefois que ces souvenirs étaient le fondement de notre vie ensemble. Maintenant, ils ressemblaient à des accessoires, des décorations d'une histoire qui avait cessé d'être vraie il y a longtemps. Notre cuisine, le cœur de la maison, portait le changement le plus marqué. Elle avait toujours été chaleureuse et un peu désordonnée, des mugs dépareillés, l'odeur du café, des papiers d'école épinglés sur le réfrigérateur. Mais ce matin-là, elle semblait froide, trop silencieuse, trop propre, comme si la vérité l'avait balayée et dépouillée de sa douceur. L'iPad était toujours sur le comptoir, face cachée, mais l'image de la carte GPS brûlait dans mon esprit. Je ne pouvais pas l'oublier. Dehors, notre rue s'éveillait déjà. Un voisin promenait son Golden Retriever devant l'allée, saluant Antoine comme un jour ordinaire. Un camion de livraison grondait, déposant un colis Amazon à la maison d'en face. Des enfants attendaient le bus scolaire au coin de la rue. Tout semblait normal, douloureusement normal, alors que mon monde ne tenait qu'à un fil. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Seine, à Paris, Chloé Leroy commençait sa matinée dans un cadre très différent. Son petit appartement dans le 11e arrondissement surplombait une rue animée où les taxis klaxonnaient, les vélos de livraison se faufilaient entre les voitures, et la vie avançait à un rythme qui ignorait les désastres personnels. Elle sirotait son café glacé, faisant défiler le nombre croissant de notifications sur son téléphone. Quelqu'un avait déjà fait une capture d'écran de la publication virale de Léo et l'avait envoyée à une collègue. La rumeur, dans le bureau d'Antoine, un immeuble de bureaux à la Défense, réfléchissant, corporatif, avait déjà commencé à tourner. Le contraste entre le cul-de-sac tranquille de ma maison et l'horizon parisien rendait tout plus net. Antoine naviguait quotidiennement entre ces 2 mondes, le confort de la banlieue et la tentation de la ville. Et je n'avais jamais réalisé à quel point il s'était éloigné dans le second. De retour à la maison du bois, Léo était assis dans sa chambre, fixant sa fenêtre qui donnait sur la même rue où il avait grandi. Des affiches de football tapissaient ses murs. Un ensemble de Lego à moitié fini traînait sur le sol, et son sac à dos était ouvert au pied de son lit. C'était une chambre d'enfant, destinée à l'innocence. Mais Léo ne se sentait plus comme un enfant. Pas après la nuit dernière. Pas après avoir vu ce que le GPS avait révélé. Pas après avoir entendu la voix tremblante de son père essayer de mentir à nouveau. Le cadre de notre vie, ce quartier calme, cette maison confortable, avait autrefois été un bouclier. Mais ce jour-là, il est devenu la scène du délitement d'un mariage, de l'image brisée d'un père, et de l'éveil d'un fils qui a appris la vérité trop tôt. Et bien que je ne le savais pas encore, ce paisible cul-de-sac allait bientôt devenir le centre d'une tempête qui entraînerait des collègues, des voisins, des avocats, et même l'école elle-même.
Parce que des secrets comme ceux d'Antoine ne restent pas cachés. Pas dans une ville où tout le monde pense connaître tout le monde. À 8h12 du matin, précisément, la publication de Léo, avec l'historique GPS et elle, un grand hôtel parisien encerclé de rouge vif, a commencé à exploser sur Internet. Elle a débuté avec une poignée de camarades de classe la partageant, puis leurs parents, puis les voisins. En quelques minutes, mon téléphone s'est illuminé de messages que je ne voulais pas ouvrir. La légende était plus forte que la carte elle-même, mon héros. 2 mots imprégnés de déception. 2 mots qui dépouillaient Antoine de tous les titres paternels qu'il avait jamais revendiqués. Mon souffle s'est coupé alors que les notifications résonnaient sans relâche. Les discussions de groupe ont teinté. Des mères d'élèves m'ont envoyé des SMS. Même ma collègue de l'infirmerie scolaire a écrit « Sophie, vous allez bien ?» Je n'allais pas bien. Pas du tout. Pendant ce temps, Léo est entré à l'école avec le sentiment que chaque père Dieu dans le couloir le transperçait. Certains enfants souriaient narquoisement, d'autres chuchotaient, quelques-uns lui ont tapoté l'épaule en signe de sympathie. Mais la cruauté est arrivée rapidement. Capture d'écran, mêmes éditées, blagues sur « le père à l'hôtel ». Les adolescents pouvaient être impitoyables, et il n'a pas fallu longtemps pour que quelqu'un dise exactement ce que Léo craignait le plus. Alors, ton père a trompé ta mère et tu l'as exposé. Mec, c'est grave. Il voulait crier qu'il n'avait rien voulu de tout cela. Il voulait leur dire qu'il était resté éveillé la moitié de la nuit à pleurer. Il voulait que quelqu'un, n'importe qui, comprenne qu'il ne se sentait pas du tout comme un héros. Il se sentait brisé. En milieu de matinée, la publication a atteint le bureau d'Antoine à la Défense. Ses collègues se sont rassemblés près de la salle de conférence vitrée, chuchotant alors qu'il passait. Quelqu'un avait la capture d'écran affichée sur son MacBook, essayant de zoomer sur l'horodatage. Le nom de l'hôtel, un établissement de luxe bien connu près de là, un grand hôtel parisien, brillait à l'écran comme une confession. Quand Antoine est entré dans le bureau de son chef, Monsieur Bernard Lacroix tenait déjà une copie imprimée. Il l'a posée sur le bureau avec une déception lente et délibérée. « Antoine, » a dit Monsieur Bernard calmement, « ceci circule largement. Des clients l'ont vu. » La gorge d'Antoine s'est serrée, ses mains ont tremblé. « C'est ma vie privée », a-t-il claqué. « Plus maintenant », a répondu Monsieur Bernard. Et certainement pas quand votre fils l'a publié publiquement. La colère d'Antoine a éclaté. Il a accusé ses collègues de propager des mensonges. Il a exigé que le service des ressources humaines contrôle les commérages, mais tout le monde avait déjà vu la preuve. Chaque pas qu'Antoine faisait sur le sol du bureau donnait l'impression de marcher sur du verre brisé, les fragments de ses propres actes. De retour à la maison, j'ai affronté ma propre épreuve publique. Alors que je triais les formulaires de patients à l'infirmerie scolaire, une collègue a demandé doucement, « Vous rentrez tôt aujourd'hui ? Vous avez l'air pâle. » C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais plus prétendre que ma vie était intacte. Pendant le déjeuner, je suis allé dans les petites toilettes du personnel, j'ai fermé la porte et j'ai enfin laissé les larmes couler. Je me suis glissé le long du mur, tenant mon téléphone alors que d'autres notifications apparaissaient. La maîtresse de Léo prenait des nouvelles, des voisins exprimaient leur choc, une cousine éloignée m'envoyait un long message vocal dramatique. Je me sentais exposé, à vif, humilié. Ce n'était plus seulement une trahison conjugale. C'était un spectacle public. Mais le moment le plus cruel est arrivé à 15h10, lorsque Léo est sorti de l'école et a vu Antoine l'attendre sur le parking, la mâchoire serrée, les mains dans les poches, la colère irradiant de lui comme de la chaleur. « Monte dans la voiture », a ordonné Antoine à travers ses dents. Léo n'a pas bougé. Les élèves regardaient. Les professeurs regardaient. Moi, qui venais d'arriver après avoir quitté le travail plus tôt, je regardais. Ce n'était plus une retombée privée. C'était une implosion publique.
Et chaque seconde était témoignée par des gens qui pensaient autrefois que les Dubois étaient la famille parfaite. Mais le coup le plus dévastateur, celui qui allait briser notre façade restante, n'était pas encore arrivé. Et quand il viendrait, il n'y aurait plus de prétentions, plus d'excuses, plus de retour en arrière. Léo ne se souvenait pas d'être allé à la voiture. Il ne se souvenait pas de la façon dont Antoine avait tiré la portière passager ou du claquement sec du verrou qui s'abaissait. Tout ce dont il se souvenait, c'était de la pression dans sa poitrine, comme si quelqu'un avait enroulé un poing autour de ses côtés serrés. Au moment où Antoine a quitté le parking de l'école, les cris ont commencé. « Qu'est-ce que tu as bien pu penser ?» La voix d'Antoine a claqué comme un fouet. « Tu as mis cette famille dans l'embarras. Tu m'as mis dans l'embarras. » Léo regardait par la fenêtre, clignant rapidement des yeux. Il n'allait pas pleurer. Pas devant Antoine. Pas après tout ça. « Je n'ai mis personne dans l'embarras, » a-t-il murmuré. « C'est toi. » Antoine a claqué sa main contre le volant, faisant sursauter Léo. Des voitures klaxonnaient derrière eux, mais Antoine s'en fichait. Sa fierté saignait, et Léo avait frappé la blessure la plus profonde. « Tu es un enfant, » a-t-il grogné. « Tu n'as pas à détruire ma réputation parce que tu es émotionnel. » Émotionnel. Le même mot qu'Antoine utilisait toujours pour moi. Le même mot qu'il utilisait chaque fois qu'il refusait d'affronter la vérité. Quand nous sommes rentrés à la maison, Antoine est entré en trombe le premier, faisant les 100 pas dans le salon. Je les avais suivis depuis l'école, arrivant une minute plus tard. Au moment où je suis entré, Léo a couru droit vers moi, enfouissant son visage dans ma poitrine comme il le faisait quand il était petit. Les larmes qu'il avait retenues ont finalement éclaté. Je l'ai serré dans mes bras, caressant doucement ses cheveux. « Ça va, mon bébé. Ça va. Je suis là. » Mais rien n'allait. Antoine a explosé à nouveau. « Lâche-le, il a 5 ans. »« Léo, tu es ridicule. »« Ça suffit, Antoine, » ai-je dit doucement mais fermement. « C'est un enfant. Il a mal. » Antoine a ricané, levant les yeux au ciel. « Peut-être que si tu l'avais élevé pour être plus fort. » Quelque chose en moi a craqué. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste silencieusement, comme une corde trop tendue qui a finalement cédé. « N'ose pas le blâmer, » ai-je murmuré. Léo s'est détaché de moi, essuyant son visage avec sa manche. « Je dois aller dans ma chambre, » a-t-il balbutié, et avant que l'un de nous ne puisse répondre, il s'est précipité dans les escaliers. Je l'ai suivi à mi-chemin, m'arrêtant quand j'ai entendu la porte de sa chambre se fermer. Je me suis appuyé contre le mur, mes jambes tremblantes. J'avais déjà vu Léo pleurer, pour des genoux écorchés, de mauvaises notes, des frustrations d'enfant, mais jamais comme ça. C'était un pleur de chagrin, un pleur de trahison, un pleur qui résonnait dans la maison comme une blessure que personne ne savait comment guérir. Pendant ce temps, à l'étage, Léo s'est glissé sur le sol à côté de son lit, serrant fermement ses genoux. Sa respiration est devenue rapide, trop rapide. Sa tête tournait. Il a essayé de se calmer, mais la panique a de nouveau déferlé, chaude, aiguë, suffocante. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il ne comprenait pas pourquoi ça faisait si mal. Il savait que quelque chose n'allait pas depuis des mois. Il avait vu les signes, mais rien ne l'avait préparé à la confirmation. Il avait 14 ans, et 14 ans, c'était trop jeune pour apprendre que son père avait choisi quelqu'un d'autre. En bas, j'ai confronté Antoine. Ma voix était douce, mais elle tremblait comme une bougie dans le vent. Il ne va pas bien, Antoine. Il souffre. Antoine a frotté son front. Il s'en remettra. Les enfants le font. Non, ai-je dit. Pas cette fois. Pour la première fois, l'expression d'Antoine a flanché. Sous la colère, sous l'arrogance,
Il y a eu une lueur d'incertitude, mais elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Sophie, tu exagères. Je me suis rapproché, ma voix se brisant. Il a fait une... Léo a traversé un moment difficile, Antoine. Je pouvais le voir. Il est en train de... Léo a traversé un moment difficile, et tu agis comme si ce n'était qu'un inconvénient. Le silence a suivi, lourd, tranchant. Mais avant que je ne puisse en dire plus, un grand fracas a résonné d'en haut. Léo avait fait tomber quelque chose dans sa chambre. J'ai couru. Je l'ai trouvé recroquevillé à côté de sa commode, respirant par des halètements irréguliers, le visage taché de larmes et tremblant de façon incontrôlable. Maman, a-t-il étouffé. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment. Je l'ai serré fort, murmurant, je suis là. Je suis juste ici, mon cœur. Et tandis qu'Antoine se tenait dans l'embrasure de la porte, observant les deux personnes qu'il avait le plus blessées, quelque chose de terrifiant s'est installé dans la maison. Ce n'était plus seulement une erreur. C'était le début d'un effondrement. Personne ne pouvait se cacher. Parfois, je me demande, la vérité a-t-elle toujours un prix si lourd? Et qui sommes-nous, finalement, pour juger les choix des autres, ou les nôtres? Peut-être que chaque personne porte en elle sa propre réponse, dans les recoins les plus secrets de son âme. Le matin après la crise de Léo a été d'un silence impossible. Comme si chaque mur écoutait. J'ai à peine dormi. Je suis restée assise au bord de mon lit, fixant la douce lueur de la lampe, me demandant comment tout avait pu. Léo a traversé un moment difficile si vite. Antoine était parti tôt, trop tôt, affirmant qu'il avait besoin d'espace. Je n'ai pas discuté. Je n'en avais pas la force. Vers le milieu de la matinée, j'ai entendu frapper à la porte. Un coup sec, intentionnel. J'ai ouvert et trouvé ma sœur, Claire Martin, sur le porche, vêtue d'un manteau ajusté, tenant un dossier en cuir. J'ai cligné des yeux, confuse. Claire, je ne t'ai pas appelée. Non, a-t-elle répondu calmement. Mais j'ai vu la publication, et je suis venue dès que j'ai pu. Claire est entrée, refermant la porte d'un clic qui ressemblait au début de quelque chose d'irréversible. Contrairement à moi, Claire était toujours contrôlée, analytique, le genre de femme qui ne laissait échapper aucun détail. Elle a posé le dossier sur la table de la cuisine et m'a regardé avec une inquiétude silencieuse. Où dort Léo, a-t-elle murmuré. Il a fait une... Léo a traversé un moment difficile. Claire a soupiré doucement. Je suis désolée, Sophie. Vraiment. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que je cherchais depuis des mois. J'ai figé. Qu'est-ce que tu veux dire, des mois? Claire a hésité. Juste un instant. Je ne voulais pas t'inquiéter tant que je n'avais pas de preuves. Mais Antoine n'a pas seulement été distant. Il a été imprudent. J'ai senti mon estomac se tordre. Imprudent? Comment? Claire a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés de cartes de crédit imprimées, des captures d'écran, des courriels, et quelque chose qui m'a glacé le sang, une facture un grand hôtel parisien, du lieu même où Antoine avait séjourné cette nuit-là. Les heures, les frais de chambre, les notes de bar, tout était détaillé en chiffres et en dates. Claire, ai-je murmuré, comment as-tu obtenu ça? Parce que la première fois que tu m'as dit qu'il était rentré tard, sentant un parfum qui n'était pas le sien, j'ai demandé un service, indiscret. J'espérais me tromper. J'ai pressé une main sur ma bouche, les larmes coulant à nouveau. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que j'avais besoin de plus que de simples soupçons. J'avais besoin de preuves. Et maintenant, je les ai. Claire a fait glisser un autre document. C'est pire. C'était une demande de remboursement qu'Antoine avait soumise à son travail, étiquetant un dîner d'hôtel avec Chloé Leroy comme une réunion client. Le montant total était sidérant,
une somme importante. Il avait fait payer l'entreprise pour son aventure. J'ai haleté. Il a utilisé l'argent de l'entreprise. Oui, a dit Claire. Et ce n'est pas tout. Elle a ouvert un fichier numérique sur sa tablette. Des messages entre Antoine et Chloé qu'un collègue du bureau avait transmis anonymement après avoir reconnu l'autel de la publication virale de Léo. Des messages où Antoine se vantait de jouer les victimes pour que Chloé le réconforte. Des messages où il se moquait de moi parce que je ne remarquais jamais rien. Des messages où il écrivait, une fois ma promotion obtenue, j'aurai le levier pour la quitter. Léo aussi, si je dois le faire. Mes genoux ont failli fléchir. Claire m'a rattrapé. C'est encore pire, a-t-elle dit doucement. Chloé n'est pas avec lui parce qu'elle l'aime. Sophie, elle essaie de grimper l'échelle de l'entreprise. Et Antoine, il lui a promis que cette promotion viendrait. J'ai senti quelque chose s'allumer en moi. Pas du chagrin cette fois, mais de la colère. Une colère profonde, brûlante que je ne m'étais jamais permis de ressentir. Mais Sophie, a continué Claire, il y a une dernière chose. Elle a ouvert une note vocale. Un enregistrement. La voix de Léo, la voix d'Antoine, une dispute d'une semaine auparavant, capturée involontairement alors que le téléphone de Léo était dans sa poche. La voix d'Antoine était claire, nette, cruelle, je n'ai pas demandé à être père si jeune. Je suis resté parce que ça avait l'air bien. Ne t'attends pas à ce que je m'excuse de vouloir plus. Mon souffle s'est brisé. Il lui a dit qu'il regrettait d'être son père, ai-je murmuré. Claire a hoché la tête. Cet enregistrement, Sophie, cela pourrait tout changer. Légalement, financièrement, la garde, la protection pour Léo. J'ai fixé le dossier. Les preuves, la trahison, la vérité enfin exposée. La femme assise là maintenant n'était plus la Sophie Dubois douce et indulgente. Quelque chose en moi avait basculé, et Claire l'a vu. Quoi que tu choisisses, a dit Claire doucement, tu n'as plus à te battre seule. Parce que le coup de théâtre que je n'attendais pas, c'était cela. La vérité s'était accumulée dans l'ombre bien avant le retour d'Antoine à l'aube. Et maintenant, elle était de mon côté. J'ai fixé le dossier longtemps après le départ de Claire. Le soleil de l'après-midi glissait lentement sur le sol de la cuisine, comme si le temps lui-même hésitait. Chaque page de ce dossier, chaque reçu, chaque message, chaque formulaire de remboursement ressemblait à une lame. Je n'étais pas seulement trahi. J'étais utilisé, moqué, l'objet d'une stratégie. Mon mariage s'était transformé silencieusement en un champ de bataille dont je ne savais même pas que j'étais la combattante. Mais le chagrin ne peut rester immobile que si longtemps. Finalement, il se transforme. Il durcit. Il se concentre. Le soir, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique. C'était stable, comme le clic d'une serrure qui se ferme. Je ne m'effondrerai plus. Pas pour un homme qui m'avait déjà remplacé dans son esprit. Pas pour quelqu'un qui pensait que sa famille était un fardeau. Pas pour quelqu'un qui se moquait si notre fils se brisait sous le poids de la trahison. Je suis entré dans ma chambre, j'ai ouvert le placard, et j'ai sorti des vêtements que je n'avais pas portés depuis des années, un jean foncé, un chemisier ajusté et propre, des chaussures qui me faisaient tenir plus droite. J'ai coiffé mes cheveux, appliqué un maquillage léger, et je me suis regardé dans le miroir. Pour la première fois depuis des mois, j'ai revu la femme que j'étais, celle qui avait des rêves, des opinions, des limites. Celle qu'Antoine avait lentement effritée. En bas, j'ai entendu Léo remuer de sa sieste. Je suis allé vers lui doucement, ma voix chaleureuse mais ferme. Léo, mon cœur, nous sortons. Il a cligné des yeux, à moitié endormi. Où? Chercher de l'aide, ai-je répondu. Pour nous deux. Je l'ai emmené dans un centre de conseil tranquille recommandé par une de mes collègues.
La salle d'attente sentait légèrement la lavande. Une musique douce jouait. Léo s'est d'abord accroché à ma main, mais lentement, alors que la conseillère, Dr Helen Parker, lui parlait avec une gentillesse patiente. J'ai vu les épaules de mon fils se détendre pour la première fois depuis que la publication était devenue virale. En rentrant en voiture, Léo a murmuré « Maman, ça va aller ?» Ma voix n'a pas tremblé cette fois. « Oui, mon bébé, ça va aller. » Mais la transformation ne s'est pas arrêtée là. Ce soir-là, j'ai ouvert mon vieil ordinateur portable et j'ai commencé à planifier. Claire m'avait dit la première étape, documentation, preuve, préparation. J'ai tout organisé, capture d'écran, relevé bancaire, l'enregistrement audio, et les détails de moi de comportements étranges qu'Antoine pensait que je n'avais jamais remarqués. J'ai tout enregistré dans un dossier clairement étiqueté, pour Léo. Pas divorce, pas preuve, pas vengeance. Pour Léo, parce que ma transformation ne visait pas à punir Antoine. Elle visait à reconstruire la sécurité pour mon fils, pour moi-même, pour le foyer qu'Antoine avait presque détruit. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, j'ai préparé du café frais et j'ai appelé l'avocate que Claire avait recommandée, maître Hélène Moreau. Ma voix était ferme lorsque j'ai expliqué ma situation, ferme lorsque j'ai répondu à chaque question juridique, ferme lorsque j'ai confirmé vouloir aller de l'avant. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le contrôle. Plus tard cet après-midi-là, j'ai conduit Léo à l'école pour rencontrer la directrice et la conseillère. J'ai parlé clairement, calmement, exposant ce qui s'était passé et ce que Léo avait enduré. Le personnel, déjà au courant de la publication virale, a écouté avec compassion. À la fin de la réunion, ils ont mis en place un plan de soutien pour Léo et ont demandé à tous les professeurs de veiller sur lui. Puis est venu le moment que je n'attendais pas. Alors que Léo et moi retournions à la voiture, coach Marc Fournier, l'entraîneur de football, s'est approché de nous. Il avait toujours été doux, toujours respectueux. Il s'est éclairci la gorge doucement. Madame Dubois, a-t-il dit, si Léo a un jour besoin de temps supplémentaire à l'entraînement ou de quelqu'un à qui parler, je suis là. J'ai essayé de sourire, mais ma voix a tremblé. Merci, coach. Cela signifie plus que vous ne le savez. Il a hoché la tête, les yeux chaleureux, sincères, ni curieux, ni jugeants, juste bienveillants. Cette gentillesse est restée avec moi toute la soirée. Au moment où Antoine est rentré à la maison, une tempête grondant dans ses pas, il a trouvé une femme qu'il ne reconnaissait pas. Pas la Sophie fragile et apologétique qu'il avait prise pour acquise pendant des années. Cette Sophie se tenait droite. Cette Sophie parlait clairement. Cette Sophie n'avait pas peur. Et quand j'ai regardé Antoine dans les yeux, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas du tout attendu, la peur. Parce que ma transformation n'était pas bruyante, mais elle était puissante, et il n'avait aucune idée à quel point j'allais devenir plus forte. Ce jour-là, j'ai officiellement déposé ma demande de séparation. Une sensation étrange, un calme si profond, comme si l'univers retenait son souffle. Dans le bureau de maître Hélène Moreau, j'ai examiné les documents, les preuves de manquement à l'éthique professionnelle, par Antoine. Une somme importante, une somme qui, à elle seule, donnait le vertige. Chaque pièce du puzzle s'assemblait, formant une image que je ne pouvais plus ignorer. Maître Moreau a affirmé d'une voix posée, « Madame Dubois, vous avez fait tout ce qu'il fallait. » Au vu des preuves, de la relation extra-conjugale, des manquements graves à l'éthique professionnelle, de l'instabilité émotionnelle, l'intérêt de votre fils est de vous accorder la garde provisoire totale, avec un droit de visite supervisé pour Monsieur Dubois. J'ai dégluti. Je ne veux pas le punir. Je veux juste que Léo soit en sécurité. L'avocate m'a répondu, et c'est pourquoi le tribunal se rangera de votre côté. Lorsque j'ai signé la dernière page, mes mains ne tremblaient plus. Une force étrange circulait en moi,
une force que je ne reconnaissais pas, mais que j'accueillais. Maître Moreau m'a expliqué qu'Antoine devait être signifié en personne. Nous savions qu'il aurait une réunion obligatoire cet après-midi-là, dans son immeuble de bureau à La Défense, ce même endroit où les murmures et les regards en coin le suivaient depuis des semaines. J'ai reçu un message court de Claire, ça y est. Dans la salle de réunion d'Antoine, à La Défense, l'atmosphère était tendue. Les collègues faisaient semblant de se concentrer sur les présentations, mais chacun savait déjà. Antoine est entré en retard, le visage tendu, la mâchoire serrée, évitant tout contact visuel. Monsieur Bernard Lacroix, son supérieur, l'a à peine regardé avant de poursuivre la réunion. Des diapositives sur l'éthique, la conduite, la transparence d'entreprise brillaient sur le mur. Ironique, et presque cruellement approprié. À mi-chemin de la présentation, la porte s'est ouverte. Un homme en blazer sombre est entré, discret mais autoritaire. « Antoine Dubois ?» a-t-il demandé. Antoine a cligné des yeux, confus. « Oui. » L'homme a tendu une enveloppe. « Vous êtes signifié. » Un souffle a parcouru la pièce. Des papiers ont froissé. Quelqu'un a toussé. Antoine a figé, le visage livide, alors qu'il acceptait l'enveloppe d'une main tremblante. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il claqué, bien qu'il sût déjà. L'huissier a fait un signe de tête polie et est sorti. Antoine a déchiré l'enveloppe, ses yeux parcourant les pages. Documents de séparation, demande de garde provisoire, divulgation financière, allégation formelle de comportement inapproprié. L'humiliation l'a frappé aussi vivement qu'une gifle. « Vous plaisantez, j'espère » a-t-il murmuré, la voix brisée. Elle ne ferait pas ça. Elle ne ferait pas ça. La voix de Monsieur Bernard a rompu le silence. « Antoine, je crois que vous devriez sortir. » Antoine a regardé autour de la pièce. Chaque collègue évitait son regard. Chloé Leroy n'était nulle part en vue. Elle avait pris un congé plusieurs jours auparavant, soudainement désintéressée de l'homme sur la promotion duquel elle avait espéré s'appuyer. Antoine est sorti lentement, l'enveloppe froissée dans son poing. De retour à Saint-Cloud, je me tenais sur le porche, une tasse de thé chaud entre les mains. Pas de triomphe, pas de rancœur. Juste un sentiment de soulagement, comme si un os était enfin desserré dans ma poitrine. Léo a ouvert la porte derrière moi. « Maman, ça va aller ?» Je l'ai serré fort. « Nous allons plus qu'aller bien, mon cœur. » Pour la première fois, je le croyais vraiment. Et quelque part à Paris, Antoine s'est affaissé sur un banc de bureau froid, réalisant quelque chose que son ego ne lui avait jamais permis de voir. La femme qu'il avait sous-estimée, la femme qu'il avait rejetée, la femme qu'il avait trahie, venait de reprendre entièrement son pouvoir. Les ondes de choc des documents judiciaires n'avaient pas encore tout à fait cessé de se propager quand une autre conséquence de la double vie d'Antoine a commencé à se manifester. Cette fois, c'était par l'intermédiaire de Chloé Leroy, la femme qu'il avait autrefois cru être son nouveau départ. Elle avait soigneusement gardé ses distances depuis la diffusion en direct, prétextant avoir besoin d'espace pendant qu'Antoine s'effondrait. Mais la vérité était plus simple. Elle avait vu les conséquences arriver et ne voulait être nulle part à proximité quand elle s'abattrait. Chloé vivait dans un petit appartement parisien, dans le 11e arrondissement, surplombant une rue bruyante et animée. Normalement, elle aimait ce chaos. Cela la faisait se sentir vivante, importante, partie prenante d'un monde qui bougeait vite. Mais dernièrement, elle se sentait piégée. Chaque sonnerie de son téléphone la faisait sursauter. Chaque coup de la porte qu'elle ne connaissait pas faisait s'accélérer son cœur. Elle ne dormait pas bien. Elle ne travaillait pas bien non plus. Ce matin-là, elle a ouvert sa boîte de réception et a trouvé un courriel avec un objet qui lui a donné mal au ventre. Citation à comparaître, demande de document. Ses mains tremblaient alors qu'elle cliquait pour l'ouvrir. Mon avocate avait formellement demandé ses messages, journaux d'appel,
et échanges financiers avec Antoine. L'entreprise avait également été notifiée. Les ressources humaines lui avaient envoyé une copie. Soudain, Chloé a senti la pièce basculer. Non, a-t-elle murmuré. Non, non, non. Mais il n'y avait plus d'échappatoire désormais. Les mensonges d'Antoine, ses promesses, ses manipulations, ses fanfaronnades étaient tous conservés dans les messages. Et Chloé savait exactement à quel point ces messages paraîtraient accablants devant le tribunal. Elle ne voulait plus le protéger. Pas après qu'il ait commencé à la blâmer pour sa suspension. Pas après qu'il lui ait crié dessus au téléphone, l'accusant d'avoir pris le parti de Claire. Pas après qu'il ait affirmé qu'elle l'avait piégée dans cette liaison. Elle se souvenait clairement du moment. Elle était sur le comptoir de sa cuisine, tenant son téléphone pendant qu'Antoine la réprimandait. Et pour la première fois, elle a réalisé qu'elle ne ressentait pas de sympathie. Elle ressentait du dégoût. L'homme qu'elle avait autrefois trouvé charmant ressemblait maintenant à un navire en train de couler, entraînant tout avec lui. Cet après-midi-là, elle a reçu un SMS de Claire Martin elle-même. Nous pouvons organiser une rencontre. Vous voudrez peut-être des conseils juridiques. Chloé a lu le message 3 fois, son pouls battant la chamade. Rencontrer la sœur de la femme dont elle avait contribué à détruire la vie. L'idée la rendait nauséeuse, mais quelque chose de plus fort a percé sa culpabilité, la conservation de soi. 2 heures plus tard, elle était assise à une table d'angle tranquille dans un Starbucks près de la gare Saint-Lazare. Claire est entrée avec une confiance calme qui a instantanément rempli la pièce. Elle n'a pas regardé avec colère, ni ricané. Elle s'est simplement assise et a posé un dossier sur la table. Chloé, a dit Claire, sa voix froide mais contrôlée. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Chloé a dégluti difficilement. Je n'avais pas vraiment le choix. Si, a répondu Claire. On a toujours le choix. Aujourd'hui, vous choisissez si vous protégez la vérité ou si vous continuez les mensonges d'Antoine. Chloé a baissé les yeux. Je n'ai pas voulu faire de mal à qui que ce soit. Claire a levé un sourcil. Alors c'est maintenant votre chance d'aider à réparer ce que vous pouvez. Chloé a hésité un instant seulement avant de tendre un lecteur USB. Ce sont les messages. Tous. Même ceux qui me font paraître mal. Claire a hoché la tête, acceptant sans jugement. Cela aidera Léo plus que tout. Quelque chose à l'intérieur de Chloé a craqué. Il va bien? Le gamin. La voix de Claire s'est adoucie. Il le sera, mais il a traversé l'enfer. Chloé a détourné le regard, la culpabilité tordant sa poitrine. Antoine a dit qu'il partirait si je ne restais pas silencieuse. Il a dit qu'il me blâmerait pour tout. Claire s'est penchée en avant. Il l'aurait fait. Mais plus maintenant. Il ne manipulera plus personne, pas vous, pas Léo. Chloé a cligné rapidement des yeux, essuyant une larme inattendue. Faites ce que vous avez à faire. J'en ai fini avec lui. Alors que Claire se levait pour partir, elle a marqué une pause. Chloé. Oui. J'espère que vous apprendrez de tout cela, mais j'espère aussi que vous trouverez une vie meilleure que celle qu'Antoine vous a vendue. Chloé a hoché la tête, sa voix à peine un murmure. Moi aussi. Ce soir-là, tandis que Claire posait la clé USB sur ma table de cuisine, j'ai expiré. Lentement. La preuve était complète, et la femme qui avait autrefois menacé mon mariage aidait maintenant à assurer ma liberté. Parce que même Chloé, jeune, ambitieuse, et un peu égarée, avait finalement vu ce que je savais déjà. La destruction d'Antoine était inévitable. Et quiconque resterait près de lui finirait par brûler. Parfois, je pense, la vie est étrange, n'est-ce pas? Des personnes inattendues apparaissent, apportant des pièces manquantes à notre puzzle. Si vous écoutez encore cette histoire, jusqu'à cet instant précis, j'aimerais que vous m'aidiez en tapant le chiffre ainsi dessous.
juste pour que je sache qu'il y a encore quelqu'un à mes côtés sur ce chemin. Votre présence, même un simple chiffre, est le plus grand encouragement pour que je continue de raconter la suite. La salle de médiation était plus froide que je ne l'avais imaginé. Un espace vaste, neutre, avec de grandes fenêtres, une table de conférence polie, et des chaises qui semblaient plus chères qu'elles n'étaient confortables. J'étais assise d'un côté avec Claire et Maître Moreau, mon avocate. Léo n'était pas autorisé à entrer, mais il attendait dans une pièce voisine avec une conseillère. Mon cœur se serrait à l'idée qu'il n'était qu'à quelques pas, portant des fardeaux qu'aucun enfant de 14 ans ne devrait jamais connaître. De l'autre côté de la table, se trouvaient Antoine et son avocat, un homme à l'allure tranchante dans un costume bleu marine, qui réajustait sa cravate toutes les quelques minutes, comme si le tissu l'étranglait. Antoine semblait plus petit que jamais, cheveux négligés, cernes sous les yeux, tapant nerveusement du pied. Il a forcé un sourire narquois en me voyant, comme s'il prétendait encore détenir le pouvoir. Commençons, a dit la médiatrice, une femme neutre avec des lunettes posées sur le nez. Maître Moreau a pris la parole la première. Madame Dubois demande la garde physique complète de Léo, un droit de visite supervisé pour Monsieur Dubois, une pension alimentaire temporaire due à des manquements graves à l'éthique professionnelle, et des restrictions concernant l'exposition de Léo au conflit. Antoine a ricané bruyamment. Un droit de visite supervisé? Vous plaisantez? Sophie, vous exagérez vraiment. Il s'est penché en avant. Claire a posé doucement une main sur mon bras pour me calmer. Maître Moreau a fait glisser un dossier sur la table. L'avocat d'Antoine l'a ouvert et a instantanément figé. À l'intérieur se trouvaient les messages de Chloé. Les captures d'écran d'Antoine se moquant de sa femme, se moquant de son fils, les messages où il se vantait de facturer les dîners d'hôtel à l'entreprise. Les messages où il menaçait de quitter sa famille une fois qu'il aurait obtenu un poste de haut rang. Le visage d'Antoine est devenu rouge, puis pâle. Ce sont des choses sorties de leur contexte, a-t-il crié. Non, a dit Claire calmement. Ce n'est pas le cas. Et il y a plus. Elle a cliqué sur un bouton de son iPad. L'enregistrement audio de la dispute entre Antoine et Léo a été diffusé par les haut-parleurs de la pièce. La voix d'Antoine a résonné, nette, tranchante, cruelle, je n'ai pas demandé à être père si jeune. Je suis resté parce que ça avait l'air bien. Ne t'attends pas à ce que je m'excuse de vouloir plus. Le silence a suivi. Antoine a dégluti, regardant la table, la honte lui montant au cou. Même son avocat a exhalé lourdement. La médiatrice s'est éclairci la gorge. Monsieur Dubois, cet enregistrement est extrêmement préoccupant. L'avocat d'Antoine s'est penché vers lui et a murmuré sèchement, « Vous ne m'avez pas dit qu'ils avaient ça. » Antoine a sifflé en retour, « Je ne savais pas qu'ils l'avaient enregistré. » Maître Moreau a continué, son ton ferme, « De plus, l'école a fourni des déclarations détaillant le coût émotionnel pour Léo, le harcèlement après la publication virale, Léo a traversé un moment difficile, sa disparition. Sa santé mentale est fragile. La présence de Monsieur Dubois a été un facteur déclenchant. Antoine a claqué ses poings sur la table. Vous montez mon fils contre moi. J'ai finalement parlé, ma voix calme mais forte. Non, Antoine, tu as fait cela toi-même. Pendant un instant, les yeux d'Antoine se sont adoucis, non par humilité, mais par peur. Il avait l'air d'avoir enfin réalisé qu'il perdait quelque chose qu'il ne pourrait jamais remplacer. La médiatrice a tourné les pages, prenant des notes. Compte tenu de l'ensemble des preuves, je recommande la garde provisoire complète à Madame Dubois. Monsieur Dubois aura des visites hebdomadaires supervisées jusqu'à ce qu'une évaluation psychologique plus approfondie soit achevée. Antoine s'est levé d'un bond. C'est insensé. Son avocat l'a tiré vers le bas. Asseyez-vous. Si vous envenimez la situation, vous perdrez encore plus. Claire n'a pas pu cacher son léger sourire.
La médiatrice a poursuivi. Enfin, Léo a exprimé une préférence claire concernant l'endroit où il se sent en sécurité. Comme sur commande, la porte s'est ouverte et Léo est entré, nerveux mais déterminé. Sa conseillère se tenait à ses côtés. La médiatrice a souri gentiment. Léo, tu peux parler si tu veux. Léo a regardé Antoine, puis m'a regardé. Sa voix a tremblé. Je veux juste vivre avec ma maman. Elle écoute. Elle ne crie pas. Elle ne me fait pas peur. Le visage d'Antoine s'est froissé. Léo, mon grand. Léo a reculé instinctivement. Ce seul mouvement disait tout. La médiatrice a refermé son dossier. La décision est claire. J'ai serré la main de Léo, les larmes emplissant mes yeux. Mais cette fois, elles n'étaient pas de peur. Elles étaient de soulagement. Antoine était assis, affaissé, vaincu, comprenant enfin que le charme, les mensonges et la manipulation n'avaient plus de place pour se cacher. La famille qu'il pensait contrôler n'était plus la sienne à briser. Et pour la première fois, le pouvoir appartenait entièrement à Léo et à moi. L'automne est arrivé en douceur, caressant Saint-Cloud de son vent vif et parant les rues de feuilles ambrées. Pour Léo et moi, cette saison a marqué le début d'un nouveau chapitre, non plus fait de survie, mais d'une lente et intentionnelle guérison. La vie ne s'est pas réparée comme par magie du jour au lendemain. Mais jour après jour, les aspérités se sont adoucies, remplacées par de petites victoires qui ressemblaient à un rayon de soleil après une longue tempête. Léo a commencé la thérapie 2 fois par semaine, et pour la première fois depuis la publication GPS, ses épaules ne restaient plus tendues tout le temps. Il ne sursautait plus au bruit inattendu. Il dormait toute la nuit. Son thérapeute l'a aidé à dénouer les nœuds de son cœur, les sentiments d'abandon, de colère, de confusion et de culpabilité qu'il portait bien avant que l'explosion virale ne révèle la vérité. Un après-midi, quand je suis allé le chercher, il est monté dans la voiture, tenant une feuille remplie de notes griffonnées. « Maman », a-t-il dit, d'une voix calme mais fière. Dr Parker dit que je suis meilleur pour identifier mes émotions. J'ai souri, mon cœur se réchauffant. Et elle a dit que j'avais le droit d'être en colère contre papa sans me sentir mal. J'ai tendu le bras et lui ai serré la main. Tu as le droit de ressentir tout ce que tu as besoin de ressentir, mon chéri. Pendant ce temps, je guérissais à ma manière. Je me suis inscrite à des cours du soir sur mon MacBook remis à neuf, des cours sur le développement de l'enfant et la santé mentale scolaire. À chaque leçon, je devenais plus confiante, plus certaine de la voie que je voulais, non seulement pour un emploi, mais pour un sens. À la maison, j'ai repeint le salon avec l'aide de Léo. Nous avons choisi une teinte douce de bleu. Bleu paisible, l'appelait Léo. Chaque coup de pinceau semblait symbolique, recouvrant les souvenirs du chaos émotionnel par de nouveaux départs. Nous avons aussi accroché de nouvelles photos, Léo jouant au football, moi riant avec Claire, des clichés de randonnée que nous avions commencé à faire chaque samedi matin pour nous vider l'esprit. Mais le plus grand changement est venu de manière inattendue, à travers des moments qui semblaient petits au début. Coach Marc Fournier n'a pas pris ses distances après l'affrontement à la médiation. Au contraire, il est devenu une présence stable, un point d'ancrage. Il s'assurait que Léo avait toujours un moyen d'aller à l'entraînement si je travaillais tard. Il nous invitait au dîner d'après-match avec toute l'équipe. Il s'informait des progrès de Léo sans s'immiscer. Un soir après l'entraînement, il m'a prise à part. « Vous savez », a-t-il dit doucement. Léo a beaucoup de force. Cela n'arrive pas par accident. C'est vous. J'ai senti mes joues rougir. J'essaie juste de faire de mon mieux. Vous faites bien mieux que ça, a-t-il dit. Ce compliment est resté avec moi longtemps après que je sois rentré à la maison. Pas de manière romantique, du moins pas encore, mais d'une manière curative, comme si quelqu'un me voyait clairement pour la première fois depuis des années. Pendant ce temps, Antoine luttait.
La médiation avait balayé les illusions auxquelles il s'était accroché. Les visites supervisées étaient maladroites et courtes. Léo parlait à peine. Antoine a essayé de s'excuser, d'offrir des cadeaux, même de faire des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Mais Léo est resté distant, poli, mais gardé. Je n'ai pas saboté leur relation, mais je ne l'ai pas forcé non plus. La guérison ne pouvait être ni manipulée ni précipitée. Antoine devait regagner chaque pouce par lui-même. En novembre, il a cessé d'essayer de contrôler le récit. Peut-être était-ce la thérapie recommandée par le tribunal. Peut-être était-ce la solitude. Peut-être a-t-il finalement réalisé les dommages qu'il avait causés. Mais progressivement, il est apparu plus calme, moins en colère. Une séance supervisée s'est terminée avec Antoine murmurant « Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais blessé Léo. À quel point je t'avais blessé. » J'ai croisé son regard calmement. « Nous ne sommes plus ta responsabilité, Antoine. Mais tu peux toujours choisir d'être un meilleur père. » Il a hoché la tête, essuyant ses yeux avant que Léo ne revienne des toilettes. Ces moments n'ont pas effacé le passé. Ils n'ont pas restauré la confiance, mais ils ont apporté un équilibre à une histoire qui avait été déséquilibrée trop longtemps. Guérir ne signifiait pas faire comme si la blessure n'avait jamais eu lieu. Cela signifiait construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux laissés derrière. En décembre, j'ai marché dans l'air hivernal avec un sentiment de force tranquille. Léo courait devant, riant tandis que les flocons de neige saupoudraient ses cheveux. Coach Marc a fait un signe de la main depuis l'autre côté du parking. Claire nous appelait chaque soir pour prendre de nos nouvelles. Le monde n'était pas parfait, mais il était stable. Et la stabilité, j'ai réalisé, était son propre genre de miracle. Parce que la guérison ne rugissait pas toujours. Parfois, elle chuchotait. Parfois, elle reconstruisait, et parfois, elle arrivait exactement quand je pensais ne plus la mériter. L'hiver est arrivé avec ses vents vifs et son ciel gris, le genre qui rend l'air lourd de non-dit. Mais à ce stade, la vie pour Léo et moi s'était installée dans une douce routine. Séance de thérapie, entraînement de football, dîner calme rempli de guérison plutôt que de tension. Mais pour Antoine, tout se défaisait plus vite qu'il ne pouvait le cacher. Son emploi était perdu. Sa confiance en miettes, sa réputation meurtrie au-delà de toute réparation. Pourtant, Antoine s'accrochait à un dernier espoir. Le prix de l'excellence citoyenne. Il avait été nominé des mois plus tôt, à l'époque où son image était immaculée, et où chacun le croyait un père de famille dévoué. La cérémonie devait se tenir dans une grande salle de bal d'un hôtel du centre-ville, pas tout à fait le Plaza, mais assez proche pour que les lustres scintillent comme des étoiles et que l'horizon parisien miroite à travers les hautes fenêtres. Antoine a supplié Léo de l'accompagner. « Cela aidera mon image », a-t-il dit. « Les gens verront que tout est normal. » J'ai entendu et suis intervenu immédiatement. « Léo n'a pas à réparer ton image, Antoine. » Mais Léo m'a surprise. « Maman, je veux y aller. J'ai besoin de voir quelque chose. » J'ai étudié ses yeux. Ils étaient fermes, pas effrayés. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était une étape vers la clôture. Alors, nous y sommes allés. Léo et moi sommes arrivés séparément d'Antoine, choisissant une table à l'arrière de la salle. Une musique douce jouait, venant d'un quatuor à cordes. Des serveurs flottaient entre les tables, portant des plateaux d'eau pétillante et d'amuse-bouche. La salle était remplie de chaussures cirées, de costumes ajustés, de robes scintillantes, chaque détail destiné à impressionner. Quand Antoine est entré, il l'a fait avec la posture rigide d'un homme prétendant n'avoir rien perdu. Les gens chuchotaient, mais pas par admiration. Des têtes penchaient, des yeux se plissaient. Ils avaient tous vu la diffusion en direct. Ils avaient tous entendu l'enregistrement à la médiation. La chute d'Antoine n'était pas un secret.
Il s'est approché de moi et de Léo avec un sourire raide. Merci d'être venu, a-t-il murmuré. Léo ne l'a pas regardé. J'ai simplement hoché la tête poliment. Le programme a commencé par des discours de leaders communautaires. Puis est venue la catégorie d'Antoine, leadership communautaire exceptionnel. L'annonceur a appelé son nom. Antoine a marché vers la scène, les épaules carrées, essayant désespérément de sauver sa dignité. Il s'est tenu derrière le pupitre, ajustant le microphone. Les lumières l'ont inondé, exposant chaque fissure de sa façade. Merci, a-t-il commencé, la voix tremblante. J'apprécie cette reconnaissance. Les gens se sont agités, mal à l'aise. Quelques-uns ont échangé des regards complices. J'ai toujours cru à l'intégrité, a-t-il continué, et l'ironie du mot a résonné comme le tonnerre. À être un bon père, un bon mari. Léo a soudainement repoussé sa chaise. Je me suis tourné. Mon chéri, ça va? Le visage de Léo était pâle mais déterminé. Maman, je ne peux pas rester ici pendant qu'il ment encore. Avant que je ne puisse l'arrêter, Léo s'est levé et a marché vers la sortie, lentement, délibérément, visible pour tout le monde. Une fois qu'il a bougé, quelque chose d'inattendu s'est produit. 2 de ses coéquipiers se sont levés d'une table voisine et l'ont suivi. Puis un autre et un autre. Les gens ont murmuré. L'attention est passée d'Antoine à la file d'enfants quittant la salle de bal. Antoine a chancelé au microphone. Léo, Léo, reviens. Mais Léo n'a pas tourné la tête. Je me suis levé à mon tour, sans hâte, sans drame, me levant simplement avec une dignité tranquille. La salle a observé tandis que je suivais mon fils, mais pas ferme et posé, ma présence plus forte que n'importe quel projecteur. L'annonceur a chuchoté d'urgence à quelqu'un en coulisses. Le quatuor a cessé de jouer. Un serveur a figé à mi-geste. Antoine est resté figé au pupitre, regardant les 2 personnes dont il avait un jour pris l'amour pour acquis quitter la pièce sans hésitation, et sans lui. L'humiliation l'a submergé de plein fouet. Dehors, sous la lueur des lumières de la ville, Léo a enfin expiré. J'en avais besoin, a-t-il murmuré. Je l'ai enlacé. Tu as fait ce qu'il fallait. Un camion familier s'est arrêté au bord du trottoir. C'était coach Marc Fournier, qui nous attendait pour nous ramener. Il a sauté de son véhicule, faisant un signe de tête fier à Léo et m'offrant un sourire chaleureux et stable. Tout va bien, a-t-il demandé doucement. J'ai regardé en arrière, vers les fenêtres lumineuses de la salle de bal où Antoine se tenait seul dans une pièce pleine de monde. Puis j'ai regardé les yeux bienveillants, le cœur patient de coach Marc, et j'ai senti quelque chose s'installer paisiblement en moi. Oui, ai-je dit doucement. Tout va enfin bien. Parce que cette nuit-là n'était pas seulement le jour du jugement d'Antoine. C'était Léo et moi, reprenant la dignité qu'il avait si durement tenté de nous voler. Les flocons ont commencé à tomber la semaine après la cérémonie de remise des prix. De doux flocons, dérivant dans l'air, comme si le monde était enfin prêt à poser un manteau sur tout ce qui s'était passé. Pour Léo et moi, cela a marqué un tournant, un chapitre sur la clôture plutôt que le conflit, la guérison plutôt que la survie. Le chaos qu'Antoine avait jadis apporté dans notre maison ne régissait plus nos jours. Il ne persistait que comme un écho lointain, s'estompant un peu plus à chaque lever de soleil. Un samedi matin tranquille, j'ai trouvé Léo assis sur le sol du salon, entouré de photographies éparpillées, vieux anniversaires, voyages à la plage, pièces de théâtre scolaire, des souvenirs d'une famille qui semblait entière mais se sentait déjà fracturée. Ça va, ai-je demandé doucement. Léo a hoché la tête, ramassant une photo de lui sur les épaules d'Antoine à 5 ans. Je pensais qu'il était parfait, a-t-il dit doucement. Je ne savais pas que les parents pouvaient faire des erreurs aussi graves. Je me suis assise à côté de lui. Les parents ne sont pas des super-héros, mon cœur.
Ce ne sont que des personnes, et parfois les personnes choisissent le mauvais chemin. Léo m'a regardé, ses yeux plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Je ne veux plus le haïr. Je ne veux juste plus qu'il me fasse du mal. Les larmes ont embué mes yeux, mais je lui ai tenu le visage entre mes mains et j'ai murmuré, c'est ça la force, Léo. C'est à ça que ressemble la guérison. Cet après-midi-là, nous nous sommes emmitouflés dans nos manteaux et sommes allés au parc. La neige fraîche recouvrait le sol, assourdissant le monde dans un silence paisible. Léo a lancé des boules de neige dans l'étang gelé, chaque éclaboussure plus douce que la précédente. Il n'était plus en colère. Il n'était plus perdu. Il se réparait. Quand nous sommes rentrés à la maison, Antoine attendait dehors, les mains dans les poches, les épaules affaissées, son souffle visible dans le froid. Il semblait plus petit que jamais, comme un homme à court d'excuses. « Sophie, Léo, pouvons-nous parler ?» a-t-il demandé doucement. Léo s'est rapproché de moi, mais il ne s'est pas caché. « Qu'est-ce qu'il y a, Antoine ?» ai-je demandé. Antoine a dégluti difficilement. « Je ne resterai pas longtemps. Je voulais juste dire que je suis désolé. » Pas le genre de désolé qui demande quelque chose en retour. Juste désolé. Léo l'a regardé, les yeux fermes. « Papa, je ne suis pas prêt à passer du temps avec toi. »« Pas encore. » Antoine a hoché la tête, acceptant. « Je comprends. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Je n'étais pas prête à lui pardonner. Mais pour la première fois, j'ai entendu de la sincérité plutôt que de la manipulation. Et cela, étrangement, suffisait pour clore le sujet, pour l'instant. Il est parti calmement, ne laissant aucune tempête derrière lui. Ce soir-là, je me suis assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture, regardant la neige tomber par la fenêtre. Un doux coup est venu à la porte. Quand j'ai ouvert, coach Marc Fournier se tenait là, tenant une petite boîte. « Juste un cadeau de Noël pour Léo » a-t-il dit, souriant timidement. Je ne voulais pas vous déranger, mais je passais par là. Je l'ai invité à entrer. Léo s'est illuminé en le voyant et a déchiré la boîte. À l'intérieur se trouvait un tout nouveau gant de football, le genre dont il rêvait, mais qu'il n'avait jamais demandé. Léo l'a embrassé impulsivement. « Merci, coach », a-t-il murmuré. Quand Léo est monté pour l'essayer, la maison est redevenue silencieuse. Coach Marc s'est tourné vers moi, sa voix basse. « Vous avez fait quelque chose d'incroyable, vous savez. Vous avez tout reconstruit ce qu'il a essayé de briser. » J'ai baissé les yeux, mes joues rougissant. J'ai eu de l'aide. Il a souri gentiment. « Si jamais vous voulez parler ou prendre un café un jour. J'aimerais beaucoup cela, mais seulement si vous êtes prête. » J'ai senti quelque chose s'épanouir dans ma poitrine. Pas de l'excitation, pas de la peur, mais une douce possibilité. Quelque chose de fragile, mais de réel. J'aimerais ça aussi, ai-je dit. Ce soir-là, Léo m'a appelé dans sa chambre. Sur l'écran de son téléphone, il y avait une nouvelle photo, lui et moi sur le terrain de football, des flocons de neige dans nos cheveux. Il l'avait publiée avec une simple légende, « Nous allons bien ». Je l'ai enlacé, les larmes coulant sur mes joues, non pas de douleur, mais d'une pure et immense gratitude. Quand j'ai éteint les lumières et me suis dirigé vers mon lit, j'ai réalisé la vérité que je pensais ne plus jamais ressentir. Ma vie était à moi maintenant. Ma paix était à moi. Mon avenir était radieux, et j'avais gagné chaque parcelle de cela. Mon histoire, celle de Sophie, s'achève ici. C'est un chemin que j'ai dû emprunter, pas toujours par choix, mais souvent par nécessité. Chaque pas, chaque décision, façonne notre lendemain. Je n'ai pas cherché une victoire bruyante, vous savez, mais plutôt une paix discrète. Peut-être avez-vous déjà traversé des moments similaires, des épreuves où il fallait tout reconstruire? Vos pensées, vos propres réflexions, sont précieuses.
n'hésitez pas à les partager, simplement, dans les commentaires ci-dessous. Il y a tant à apprendre les uns des autres. Si cette histoire a résonné en vous, si vous y avez trouvé un écho, un murmure de compréhension, vous pouvez montrer votre soutien d'un clic, en la partageant avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Et pour continuer à écouter d'autres récits de vie, je vous invite à vous abonner à La Revanche Silencieuse. C'est un lien que nous tissons ensemble, fait de récits et de partage. Et la vie continue, toujours. Avec ses surprises, ses douleurs, et ses douces promesses. Je vous dis à très bientôt, pour un autre récit, une autre part de ces chemins que nous parcourons, parfois seuls, parfois accompagnés. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.